Comment la Banque européenne pour la reconstruction et le développement va-t-elle aider l'Ukraine? C'est le grand angle de ce vendredi 20 mai. La Banque européenne pour la reconstruction et le développement a annoncé 2 milliards d'euros de mesures en réponse à la guerre en Ukraine. Ces fonds doivent servir à apporter un soutien ciblé sur les réfugiés, les entreprises et la sécurité énergétique. Alors comment la BERD va-t-elle aider l'Ukraine? C'est notre grand angle. Avec vous, bonsoir Odile Renaud-Bassot. Vous êtes la présidente de la BERD qui a été fondée après la chute du mur de Berlin, rappelons-le. C'était pour aider les pays de l'ex-bloc soviétique à passer à une économie de marché. L'institution a depuis étendu son périmètre au Proche-Orient, à l'Asie centrale et à l'Afrique du Nord. Voilà pour les présentations. La semaine dernière, la BERD a levé 1 milliard d'euros pour aider l'Ukraine. Comment ces fonds vont-ils être utilisés ? Donc ces fonds sont des fonds des donateurs, des grands pays actionnaires de la BERD, qui vont nous aider à partager les risques, c'est-à-dire que pour une banque comme la Banque européenne de reconstruction et de développement intervenue dans un pays en guerre, c'est évidemment très risqué. Donc on souhaite avoir du soutien de pays donateurs pour partager le risque et ne pas prendre tout le risque sur notre bilan dans une situation où on peut investir, soutenir un certain nombre d'entreprises qui peuvent tout d'un coup être soumises à des attaques, etc. Et donc une situation particulièrement dangereuse. Un soutien à des secteurs en particulier ? Alors notre activité, notre priorité, c'est le soutien à l'économie. Et donc, à la fois les infrastructures fondamentales pour le fonctionnement de l'économie, telles que l'entreprise qui produit et distribue l'électricité, les chemins de fer, mais aussi l'achat de gaz pour la sécurité énergétique et le financement d'entreprises privées dans le secteur agroalimentaire qui vont continuer à planter, récolter du blé, du maïs, etc. Des produits qui sont particulièrement importants pour l'Ukraine, mais aussi pour le reste du monde. Et on se dit que ça va être compliqué puisque la BERD aggrave ses prévisions pour l'Ukraine et toute sa zone. Vous tablez désormais sur une contraction de 30% de l'économie ukrainienne cette année au lieu des 20% attendus en mars, tout de suite après le début de la guerre. En vous fondant en plus sur l'hypothèse d'un conflit qui s'arrêterait cet été, l'enlisement de la guerre, pour vous, c'est le pire des scénarios ? C'est un scénario possible et c'est un scénario qui aurait un impact économique potentiellement extrêmement lourd parce que si une partie du territoire peut continuer à fonctionner, il y a toute une partie du territoire qui est en guerre et donc avec un niveau d'incertitude qui rend très difficile les investissements, le développement de projets, etc. Et donc c'est un scénario possible. S'il y a un accord de paix signé rapidement, ce qui paraît aujourd'hui très incertain, effectivement, ce serait la situation pour le plan économique qui serait sans doute la meilleure. Vos prévisions sont moins mauvaises que celles du Fonds monétaire international. Pourquoi ? C'est purement lié à quelle hypothèse on fait en matière de cessation de la guerre. Alors, vous anticipez aussi un fort rebond de l'économie ukrainienne l'an prochain, plus 25%. Vous avez souligné la résilience de l'économie ukrainienne. Comment ça s'explique ? Ça aussi, alors cette prévision de croissance est aussi liée à une hypothèse de fin de la guerre. Donc si la guerre continue, on ne sera pas à ce niveau de croissance. Et effectivement, ce qui est très impressionnant, c'est la résilience à la fois des institutions ukrainiennes qui continuent à fonctionner. Le gouvernement continue à rémunérer les fonctionnaires, payer les retraites. Le système bancaire continue de fonctionner. Et l'ensemble des acteurs économiques continuent, malgré les contraintes et malgré les incertitudes, à poursuivre leur activité dans la mesure du possible. Même si ils ont fortement réduit, ils sont face à des difficultés importantes. Mais tout ne s'est pas effondré, c'est ça. Mais tout ne s'est pas effondré, exactement. La banque s'est engagée à participer à un programme de reconstruction de l'Ukraine dès que les conditions le permettront. Il faut déjà maintenant penser à la reconstruction. Ça paraît très tôt quand on voit les images de combat dans le Donbass. Alors il faut effectivement se préparer à la reconstruction parce que ce sera un enjeu extrêmement complexe et extrêmement lourd en termes à la fois de montant de financement nécessaire, mais aussi de coordination des institutions internationales, de travail avec le gouvernement ukrainien. Ce qui est clair aussi, c'est que les besoins de reconstruction vont en fait démarrer dès maintenant. C'est qu'il y a des infrastructures importantes, fondamentales par exemple en matière de réseau ferroviaire, qui peuvent sur certains points du territoire être aujourd'hui détruits et qui ont besoin, pour que le réseau fonctionne, d'être reconstruits tout de suite. Donc on va assez rapidement glisser d'une problématique de soutien purement en liquidité à quand même des besoins d'investissement minimum en matière de reconstruction. Mais est-ce que la BERD en a les moyens ? Parce que les estimations vont de 70 milliards d'euros pour les infrastructures déjà détruites à 500 milliards si on inclut l'impact humain aussi.
Alors, c'est ce que je disais, les montants vont être extrêmement importants et aucune institution financière internationale ne pourra faire ça sans le soutien de pays contributeurs qui devront apporter des ressources additionnelles. Mais on a la capacité, la connaissance du pays et l'intégration dans les liens avec nos clients, les administrations ukrainiennes pour apporter une contribution extrêmement importante en substance. Alors, si on élargit, la banque table sur une contraction de 4,1% du PIB cette année pour l'ensemble des pays émergents et en développement d'Europe et d'Asie centrale. Vous attendiez une croissance de 3% avant la guerre. On est d'accord, on est dans une situation qui est pire que celle de la pandémie ? C'est un nouveau choc un nouveau choc majeur, qui est un choc externe, qui vient après la pandémie et qui, de ce point de vue-là, du coup, vient sur une situation qui est déjà fragilisée. L'économie mondiale et dans tous les pays dont vous avez parlé était dans une phase de reprise assez forte et le choc externe que représente la guerre en Ukraine qui a des effets sur les économies assez différentes. Dans certains cas, c'est lié à l'augmentation du prix de l'énergie. Dans d'autres cas, les problèmes d'approvisionnement alimentaire. En Asie centrale, par exemple, c'est lié beaucoup à l'intégration de ces économies à la Russie et à l'effet indirect des sanctions russes sur des pays qui commerçaient beaucoup et qui transitaient beaucoup par la Russie. Donc tous les pays sont impactés à des proportions diverses, mais effectivement, ça va être un choc majeur et dont la durée va dépendre aussi, et la profondeur va dépendre de la durée de la guerre. Et la Baird avait averti que la guerre faisait peser sur l'économie mondiale le risque de se trouver confronté au plus fort choc d'approvisionnement depuis au moins le début des années 1970. Slimane Zeguidon, bonsoir, vous êtes notre éditorialiste. Vous nous éclairez ce soir sur l'impossible acheminement du blé. Oui, alors il y a d'abord 2 chiffres qui montrent l'enjeu alimentaire et agricole de ce conflit. L'Ukraine et la Russie, à eux seuls, assurent 30% du blé commercialisé à travers le monde et 70% de l'huile de tournesol. L'Ukraine exporte ses productions agricoles. Il y a maintenant actuellement 15 millions de tonnes de maïs et de blé qui sont en souffrance. Les exporte, comme on le voit sur la carte, par les ports de la mer Noire. Or, ces ports sont complètement bloqués par le blocus de la marine russe. Il y a des bateaux qui sont déjà chargés de céréales avec leurs équipages qui ne peuvent pas sortir. Certains silos de blé, comme dans certaines villes, ont été bombardés et détruits au mois de mars dernier. Peut-être dit-on aussi que les Russes auraient mis la main sur plusieurs de ces récoltes. Ça, c'est le premier point. Et ce qui rend ce blocage des ports ukrainiens dramatique, c'est que l'Ukraine exporte, on va le voir sur une carte, son blé vers une trentaine de pays. Et on peut dire que des pays comme le Maghreb ou l'Égypte, par exemple, ou l'Iran, ne doivent leur pain, leur couscous, qu'à ces importations ukrainiennes. Alors, face à ce blocus, certains Américains proposent de donner des missiles anti-navires aux Ukrainiens pour attaquer les navires russes, ce qui marquerait un palier supplémentaire dans la guerre. Merci Slimane. Est-ce que la faim menace le Maghreb aujourd'hui ? Pas à très court terme, parce qu'il y a des réserves qui sont constituées et des stocks qui sont constitués. Dans le cas de l'Égypte, on parle de la fin de l'année, mais la fin de l'année, c'est dans 6 mois. En Égypte, au Maroc, donc c'est pas à très court terme, mais effectivement, le problème va être la constitution de la capacité d'approvisionnement pour l'année prochaine. Donc c'est un sujet de préoccupation majeure. Et effectivement, le blocage de toute la logistique portuaire ukrainienne est un problème majeur parce qu'on explore toutes les options en matière de transport routier ou de transport par chemin de fer, mais en termes de capacité et de volume, c'est pas du tout les mêmes volumes dont on parle. Et donc le temps qu'il faudrait pour acheminer le stock de céréales en Ukraine aujourd'hui, ce qui représente quelques mois via les bateaux, c'est plusieurs années si on passe par les chemins de fer ou les routes. Donc il faut vraiment chercher des solutions très opérationnelles. On estime que les prochaines récoltes risquent d'être réduites de 20 à 40%. Alors effectivement, le phénomène de sécheresse se sont réalisées quand même. On n'est pas à zéro. Il y a quand même des récoltes du sevrage, etc., qui se fait aujourd'hui, mais avec une capacité réduite, puisqu'il y a moins de territoires. Il y a des territoires qui sont... Et avec un phénomène de sécheresse au Maghreb également. La Baird s'inquiète aussi des conséquences d'un arrêt éventuel des livraisons de gaz russe. Pourquoi ? Ça aura un effet. Il y a certains pays qui dépendent fortement du gaz russe, donc il y a un effet de problème d'approvisionnement et de diversification des sources d'approvisionnement qui prend du temps et qui aussi crée des
des blocages logistiques, puisqu'aujourd'hui, il n'y a pas toujours les pipelines ou les ports nécessaires pour accueillir du LNG ou d'autres sources. Et donc, ça aurait un effet récessif aussi important via l'effet prix. Mais pourtant, vous critiquez ces mesures gouvernementales prises par certains pays, justement, pour aider à équilibrer tout ça. Pourquoi, là aussi? Est-ce que ça n'est pas contradictoire? Alors, il y a des pays, y compris les mesures expérimentales, commerciales, qui paraissent particulièrement problématiques. C'est tout ce qui concerne la restriction des exportations de produits alimentaires, parce que ça risque d'augmenter la pénurie et de rendre la situation de pays importateurs encore plus difficile. Donc, mettre des barrières de ce type-là ne me paraît pas la meilleure solution au plan global. Pour conclure d'un mot, après le Maghreb, la BERD envisage d'investir aussi en Afrique subsaharienne. Quand? Quel pays? Alors, ce n'est pas pour tout de suite. On a pris une décision de principe à nos assemblées annuelles. Donc, les gouverneurs sont d'accord sur le principe. En termes de calendrier, on a encore quelques étapes à franchir, et notamment regarder l'impact de la guerre en Ukraine sur notre situation financière, notre capacité de financement. Mais a priori, on y revient pour une décision de mise en œuvre à partir de l'année prochaine. Odile Renaud-Basso, merci beaucoup de nous avoir accordé cet entretien dans 64 minutes. Et merci à vous, Slimane.